le journal. C'est l'heure de votre grande audition du journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et si vous nous rejoignez, d'abord le titre de votre journal. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, de l'honorable Modeste Obatu Lukwebo estime qu'il y a de matières plus préoccupantes comme l'insécurité à l'est du pays et des sujets plus urgents tels que la situation sociale des Congolais au lieu de s'attacher à la loi Tiani sur la congolité. Bien que l'AFDC n'ait aucune raison de s'en inquiéter, le parti est prêt à suivre les avis de la majorité en cas d'examen. La population quinoise salue les nouvelles nominations au sein des autorités de la police nationale congolaise. Elle demande par ailleurs aux nouveaux responsables de la capitale de s'attaquer à la criminalité grandissante et autres maux qui dérangent le social. L'insécurité dans le Maïndomé ainsi que dans les autres provinces de l'ex-Grand Bandundu persiste avec son cortège de victimes incessantes. Jean-Thierry Monsenebro, porte-parole de l'Union sacrée de la nation et originaire de cette partie du pays, en appelle à la convocation d'une table ronde pour régler les causes du conflit Teke-Umbu. Mesdames et messieurs, bonsoir. La proposition de loi sur la congolité alignée au calendrier de matières à traiter au cours de cette session à l'Assemblée nationale continue de faire réagir la classe socio-politique congolaise à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. L'on estime que cette proposition de loi n'est pas prioritaire au regard de la situation sociale, sécuritaire et économique désastreuse du pays, qui nécessite une attention particulière. Images et commentaires. La FDC estime que tout Congolais a le droit et la liberté de réflexion, de pouvoir proposer une loi, bonne soit-elle, mais du moins la FDC croit que la priorité est ailleurs. Le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo rappelle que tous les Congolais sont focalisés sur des sujets urgents dont ce qui se passe à l'Est, le développement du pays et l'accroissement des structures macroéconomiques. Ce grand parti de l'Union sacrée de la nation croit fermement qu'il y a beaucoup d'autres priorités sur lesquelles on peut bien réfléchir que de pouvoir s'attarder sur la loi Tiani. Toutefois, en ce qui concerne particulièrement la FDC, rapportent ses communicateurs, les membres du parti savent tous qu'il est dirigé par Modeste Bahati Lukwebo, qui est de père et de mère, et même de grands-parents congolais. Donc, on n'a pas à s'inquiéter sur cette question. Mais si jamais la majorité au niveau du Parlement vote pour cette loi, la FDC sera tenue à se soumettre. Et si c'était le contraire, le parti devra aussi se rabattre sur la décision de la majorité des élus. Telle est la position à la dernière sortie médiatique de l'ensemble de la formation politique de l'actuel président du Sénat. Entre-temps, les députés nationaux ont adopté, moyennant amendement, le calendrier de la session parlementaire de mars 2023. Ce calendrier reprend la proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tiani et portée par le député Singhi Pululu. Cette proposition de loi vise à réserver exclusivement l'accès à la présidence de la République à tout citoyen né des deux parents congolais. Les partisans de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, né d'une mère congolaise et d'un père originaire de l'île grecque de Rhodes, pensent que c'est une manœuvre pour exclure Moïse Katumbi. L'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ craint aussi que cette réforme puisse menacer l'unité nationale, maintes fois mise à l'épreuve par des frustrations réelles ou supposées. C'est dire que l'examen de cette loi en plénière est loin d'être de l'avis de tout le monde. Parlons sécurité à présent. Après le troupe kenyan, c'est au tour des soldats du Sud-Soudan de rejoindre la force est-africaine de l'EAC. Au moins 45 soldats du Sud-Soudanais sont arrivés dans la ville de Goma au Nord Kivu. En avance, d'autres contingents armés s'y ont attendus à des dates ultérieures. Ces soldats vont rejoindre la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23. Images et commentaires des confrères de TV5 Monde. Ces soldats sud-soudanais viennent tout juste d'arriver sur le tarmac de l'aéroport de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. 45 hommes, le tout premier convoi du Soudan du Sud. Ces militaires viennent garnir les rangs de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Leur rôle est celui des 700 autres soldats sud-soudanais qui devraient suivre, superviser le retrait des rebelles du M23, aux côtés des Kenyans, des Burundais ou encore des Ougandais.
Welcome to Goma. Bienvenue à Goma, la capitale du Nord Kivu. Ici à Goma, vous êtes dans un environnement opérationnel différent. Ce faisant, vous devez vous tenir prêt. Demain, le commandant de la force viendra s'adresser à vous, puis vous serez envoyé à Kibati. Kibati, avant d'être déployé à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles du M23 avaient annoncé leur retrait de la zone il y a 2 mois. L'échéance du 30 mars, décidée par l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'a pas été respectée par les rebelles. Au départ accueillie avec enthousiasme par les Congolais, la force de l'EAC est aujourd'hui de plus en plus critiquée dans le pays. Ces troupes sud-soudanaises arrivent chez nous, mais on ne connaît pas précisément l'objectif principal de leur mission. Le président de la République signe ces accords seul, lui seul sait pourquoi. C'est possible que ces soldats ramènent la paix ou une situation de guerre encore plus grave. De nombreux Congolais s'attendaient à voir les troupes régionales s'attaquer directement au M23. Mais dimanche, le capitaine du contingent ougandais a annoncé que ces troupes seraient une force neutre et qu'elles ne combattraient pas les rebelles. Nous voyons la plupart des militaires de la force de l'EAC circuler en ville alors que nos militaires sont en train de mourir seuls sur le front. Je ne pense pas qu'ils puissent changer les choses. Malgré le contexte difficile, des élections présidentielles et législatives sont prévues le 20 décembre 2023. À l'est de la RDC, où les citoyens craignent ne pas pouvoir voter, l'enregistrement des électeurs sur les listes électorales a été prolongé de 10 jours. Restons toujours en ce qui concerne la sécurité, mais cette fois-ci dans la partie ouest, le conflit Teke-Yaka totalise au mois de juin prochain 1 année depuis que sévit l'insécurité dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo, dans la recherche de la paix et la stabilité. Jean-Thierry Monsenepo, communicateur de l'Union sacrée pour la nation et notable l'ex-province du Bandundu, propose la tenue d'une table ronde entre toutes les parties impliquées afin d'éviter de déstabiliser le pays tout entier. Ranta Luyela nous signe ce commentaire. L'insécurité dans la partie ouest de la RDC, précisément dans l'ex-province de Bandundu, occasionnée par les ennemis de la paix qui ont déjà causé du tort à Kwamouth et à ses environs par des tueries, incendies et autres. Plusieurs voix s'élèvent pour dire non à cette barbarie, mais surtout proposent des solutions pour la recherche de la paix par la réconciliation et la stabilité à travers une table ronde avec toutes les personnes impliquées dans ces conflits. Jean-Thierry Monsenepo, notable du Grand Bandundu et communicateur de l'Union sacrée pour la nation, appelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nouvellement nommé, à s'impliquer pour la tenue de ces assises afin de réconcilier le parti concerné. La situation sécuritaire dans l'ex-province du Bandundu est très préoccupante dans la mesure où cette grande surface fait partie de l'ancienne configuration de Léopoldville. Une déstabilisation de ce coin va inexorablement avoir un effet domino sur la sécurité et la stabilité de Kinshasa et du Congo central. Déjà avec la situation que nous passons dans l'Est, si aujourd'hui on en vient à une déstabilisation de l'Ouest en partant du Mai-Ndombe, cela est très dangereux. Les gouverneurs de ces 3 provinces ont eu à sonner déjà le tocsin en ce qui concerne cette situation sécuritaire alarmante. Maintenant, qu'est-ce que je peux proposer pour le nouveau VPM Peter Kazadi qui vient de prendre les fonctions du ministre de l'Intérieur? Je pense qu'il faudrait essayer de réunir toutes les forces vives de ces 3 grandes provinces. Lancer une table ronde de paix, de sécurité, de réconciliation et de stabilité qui prendrait en compte les avis simultanément non seulement des gouverneurs des 3 provinces, des assemblées provinciales des 3 provinces, des sociétés civiles et des notables que nous sommes et des chefs coutumiers. Cela permettrait que de façon globale, on ait un cahier de charge qui permettrait au gouvernement de pouvoir appliquer une feuille de route qui va ramener la paix rapidement. Parce que depuis le début de ce conflit, les différents acteurs ont été pris de manière sectorielle. D'abord les gouverneurs, ensuite les chefs coutumiers, d'une part les autorités responsables des assemblées provinciales. La notabilité n'a pas été consultée jusque-là. Il faudrait donc créer un cadre de concertation global parce que si nous ne prenons garde, cette situation qui hier a commencé par
une déstabilisation de crise sur les questions de terres arables est aujourd'hui en train de s'émanciper pour devenir finalement une déstabilisation provinciale. Cette insécurité va totaliser une année au mois de juin prochain. En République démocratique du Congo, la chute du franc congolais rend le quotidien de la population de plus en plus difficile. Les taux du dollar flottent sur plusieurs parités face au franc congolais. Tels sont les effets directs. De nombreuses conséquences font voir le degré de souffrance du peuple dans des secteurs comme les transports et le pouvoir d'achat. Compte rendu de la situation avec ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. Arrêt place Nelson Mandela sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Ces Kinois cherchent à rejoindre leur quartier de pompage plus au nord. En quelques semaines, le prix du trajet a été multiplié par 3, voire 4. Je suis venu prendre le bus pour aller à Pompage. On me demande de payer 2000 francs. Le gouvernement avait assuré que le prix des transports allait baisser. On ne comprend pas. Les transports, les services en général, les denrées de base, tout continue d'augmenter en RDC et pénalise les plus démunis. 2/3 de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté dans le pays. Nourrir sa famille devient toujours plus compliqué. Avant, on achetait cette botte de feuilles de patates douces à 500 francs. Aujourd'hui, elle est à 3000 francs. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va ce pays? Fin 2022, l'inflation s'établissait à 13%. Depuis, les prix continuent d'augmenter, en raison d'abord de la chute de la valeur du franc congolais par rapport au dollar, moins 15% depuis janvier. Selon le FMI, cette dépréciation est due à un surplus de dépenses de la part du gouvernement. Des dépenses liées au conflit dans l'est du pays, mais aussi au paiement d'arriérés de salaires de fonctionnaires. Ces paiements sont effectués en francs congolais qui du coup submergent le marché, alors que toujours plus de Congolais veulent échanger leur devise locale contre des dollars, la monnaie refuge dans le pays. Les dollars sont acceptés partout, dans les restaurants, les magasins, utilisés pour la plupart des achats importants. Il y a la demande de dollars. Tout le monde vient solliciter pour avoir le dollar. Et puis la masse monétaire est trop forte pour le franc congolais. L'économie congolaise est l'une des plus dollarisées au monde, et ce depuis l'ère Mobutu où l'inflation pouvait atteindre les 500% par an. Le gouvernement congolais a promis d'agir pour stabiliser la monnaie nationale. Dans l'actualité également, vous le savez, le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé de nouveaux animateurs à la tête de la police nationale congolaise. Ces nominations intervenues au sein de la police nationale suscitent un enthousiasme chez bon nombre de Congolais. Pour certains Kinois trouvés au centre d'affaires de Kinshasa, les nouveaux dirigeants de la police doivent s'attaquer d'abord au problème d'insécurité qui a repris du terrain dans certains quartiers de la capitale. D'autres, par contre, estiment que les effectifs de la police doivent être augmentés et bien encadrés pour être plus proches de la population en vue de résultats palpables sur terrain. Suivez. Ce que nous attendons du numéro 1 de la police, c'est la véritable sécurité. Qu'il travaille avec une police qui va lui obéir, qu'il mette en place une police instruite, consciente de son travail qui est de sécuriser la ville de Kinshasa. Selon ma cotation, en voyant la montée de l'insécurité, j'ai comme l'impression que les Kuluna ont subordonné la police. Vu qu'il y a une nouvelle équipe dirigeante au sein de la police, les effectifs doivent suivre. Qu'ils prennent une décision ferme pour le phénomène Kuluna. Les Kuluna ne font que voler nos mamans. On ne connaissait pas ces phénomènes à l'époque du maréchal Mobutu. La force reste à la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Parlons autre chose à présent. 2 membres du gouvernement étaient sur terrain le lundi 3 avril 2023 pour visiter le chantier de réfection de quelques universités de la ville de Kinshasa. Le ministre de la Communication et Médias et celui de l'enseignement supérieur et universitaire ont effectué une visite d'inspection à l'Université pédagogique nationale et à l'Université de Kinshasa. Patrick Mouyaya et Moindo Nzangi sont allés s'y rendre compte de l'état d'avancement des travaux de rénovation de homes et des auditoires. Regardez.
Première étape de cette visite de terrain, l'Université pédagogique nationale UPN. Les deux ministres et leur suite ont visité des homes rénovés de fond en comble, des auditoires modernes en construction. L'objectif est de mettre les étudiants dans les meilleures conditions d'apprentissage. Le projet lancé il y a peu par le gouvernement central a déjà pris forme. La visite d'aujourd'hui en réalité n'était qu'un échantillon parce que vous savez qu'on a commencé de manière inédite un vaste programme de rénovation de nos universités. Nous avons été avec vous à l'Université pédagogique nationale. Vous avez vu des homes être totalement rénovés en partant de la tuyauterie, de l'électricité, du système d'approvisionnement en eau, des lits, du système d'aération. Vous avez vu des auditoires modernes être construits capables d'héberger en même temps 6000 étudiants dans des conditions modernes. Je sais que nous aurons demain comme université, comme site pour la préparation des jeunes qui vont prendre leur aîné dans la direction de ce pays. Avec cette rénovation du cadre de vie et de travail universitaire, le ministre Moïse Nzangi estime qu'il faut remplir certaines conditions pour l'admission des étudiants dans les homes en cours de modernisation. Lorsque vous logez gratuitement dans une chambre, en fait, vous ne donnez pas la possibilité à votre université de pouvoir l'entretenir. Donc on va devoir discuter avec les étudiants, on est déjà en discussion avec eux, ils sont d'accord. On va devoir mettre cette fois-ci un prix raisonnable, social d'ailleurs, mais qui soit capable d'entretenir. Cette visite de Patrick Muyaya et Moïse Nzangi à l'université de Kinshasa est une aubaine pour les recteurs de cet alma mater. Accueillir deux membres du gouvernement à l'UNEKIN ne l'a pas laissé indifférent, il a exprimé sa satisfaction. L'université de Kinshasa accueille avec beaucoup de bonheur ces deux ministres du gouvernement central qui, par leur présence, sont venus nous montrer l'accompagnement du gouvernement central. En présence de ces deux membres du gouvernement, l'entrepreneur a saisi l'occasion pour leur expliquer en détail les travaux entrepris sur les sites de l'université de Kinshasa. Un travail de fond selon ses propres termes. On a refait toute l'électricité, on a refait la peinture, on refait la voirie. Il y a 13 km de clôture que nous sommes en train de faire pour sécuriser les sites universitaires. Les étudiants qui sont le premier bénéficiaire de cette modernisation n'ont pas caché leur satisfaction. On est vraiment satisfait parce que nous étudions dans des conditions qui sont défavorables. Nous n'avons pas vraiment la capacité de bien acquérir des connaissances. Nous sommes par-ci par-là éparpillés dans des préfabriqués et cela affecte notre connaissance scientifique. À noter que les travaux en cours dans ces deux universités ne sont qu'une première étape. Les autres établissements d'enseignement supérieur vont certainement subir cette cure des jouvences. Dans le reste de l'actualité, dans une ordonnance présidentielle rendue publique le lundi 3 avril 2023, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a décidé de faire de la date du 6 avril une journée fériée pour commémorer le combat de Simon Kimbangu et les combats africains. Qu'en est-il exactement de cette décision du président de la République? Élément des réponses dans ses commentaires. Suivez. Le 6 avril déclaré désormais journée fériée en RDC, cela en reconnaissance au combat livré par le prophète congolais Simon Kimbangu. Pourquoi? Cette décision est consécutive à l'annonce, lors du centenaire de l'église kimbanguiste à Kamba dans la province du Congo central, le 6 avril 2021, par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, qui voulait faire de cette date une journée fériée, chômée et payée. Le chef de l'État avait à cette occasion instruit aux deux présidents des chambres du Parlement, Modeste Bahatulukebe du Sénat et Christophe Mbosso-Kodia de l'Assemblée nationale, de réfléchir en commun accord avec les députés nationaux et sénateurs dans une session parlementaire ordinaire pour concrétiser cette décision. Pour l'histoire, Simon Kimbangu était le chef religieux né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans la province du Congo central. Il est considéré par plusieurs comme un envoyé spirituel congolais. En 1920, il devient prédicateur et fonde une année plus tard en Kamba, un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé par les autorités coloniales belges, il décède le 12 octobre 1951 après une longue détention d'une trentaine d'années à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. En mémoire, l'église kimbanguiste fut créée le 6 avril 1921. Suite à une vision reçue par Simon Kimbangu qui déclarait avoir eu une apparition de Jésus-Christ qui lui aurait permis d'accomplir des raisons miraculeuses. C'est depuis 1987 que l'église kimbanguiste est appelée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Quelque part, après des années de présence timide dans l'opinion,
c'est l'officialisation de la reconnaissance d'une église locale au rang patrimonial de la nation qui semble reprendre la voie du renouveau culturel. Et puis la Ligue des femmes du parti Les Bâtisseurs du Congo, BC en sigle, a organisé le vendredi 31 mars une journée de réflexion avec les femmes de cette formation politique à l'occasion de la clôture du mois de défense des droits des femmes. C'était en présence de plusieurs cadres de cette plateforme politique, entre autres le député national Jacques Njoli, père fondateur de Bâtisseurs du Congo, ainsi que d'autres invités de défense des droits des femmes. Cadre choisi, la salle polyvalente Bianca dans la commune de Kassavubu, nous dit Jocelyne Massiala et Yvon Ochibango. Plusieurs intervenants se sont succédés sur l'estrade à l'occasion de cette journée de réflexion autour de la clôture du mois dédié à la femme. Message clé, sensibiliser les femmes sur les vraies raisons de la promulgation de la Journée internationale de la femme. Les cas de Mme Angèle Mbambou, présidente de la Ligue des femmes et secrétaire générale adjointe du parti qui interpelle les femmes sur la bonne utilisation du numérique. Notre objectif, c'était de conscientiser la femme, réveiller sa conscience pour qu'elle se prenne en considération, qu'elle sorte quand même du complexe qui l'anime. Comme les intervenantes ont dit, on ne peut pas parler de droits sans le connaître. L'objectif, c'est d'abord connaître nos droits et les revendiquer. Comment on peut revendiquer quelque chose qu'on ne connaît pas? Avec la nouvelle technologie, les motiver aussi à se servir de ça pour de bonnes fins. Pas pour exposer sa nudité, pour se prostituer, tout ça. Puis est intervenue la présentation de la situation de la femme de l'Est du pays par Maître Yanganzo. Les droits de la femme sont avant tout des droits humains. Or, cette femme de l'Est ne vit pas pleinement ses droits humains, ses droits basiques, ses droits inhérents en tant que personne humaine sont tous les jours bafoués parce que elle est aujourd'hui utilisée, en fait, elle est victime non seulement de viols, mais de différentes violations de droits de l'homme. La femme congolaise doit réfléchir autrement, autant plus qu'elle est la première victime de la guerre à l'est du pays, autant elle doit intérioriser le plus grand défi qui l'attend. C'est lui de prendre en main l'avenir de la République démocratique du Congo, car son émergence dépend d'elle. Tel est le message fort de Jacques Njoli à toutes les femmes de sa plateforme politique, ainsi qu'aux femmes congolaises en général. La femme doit se prendre en charge. Nous sommes en train de commémorer donc, la journée de la femme. Donc la femme doit se prendre en charge, doit travailler. Elle mérite la première place. Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et des filles en République démocratique du Congo, tel est le thème désigné au niveau national pour la célébration de la Journée internationale de la femme. La tradition de pêche artisanale à la nasse chez les Wagenya se transmet de génération en génération depuis plusieurs décennies. Ce type de pêche est l'activité principale de la plupart des jeunes de cette contrée. Un héritage qui leur a été transmis par les vieux qui ont eux-mêmes bénéficié de l'initiation de leurs ancêtres. Les chutes de Wagenya, connues anciennement sous le nom de Stanley Falls, sont à la 7e et dernière cascade du série de 7 cours d'eau qui forment le chute Boyoma, qu'on retrouve le pêcheur Wagenya, réputé pour leur manière de pêcher qui est unique au monde. Suivez ce reportage. Les chutes Wagenya sont une des principales curiosités de la ville de Kisangani. Ils sont rares, les voyageurs qui passent par Kisangani sans aller voir ces chutes. C'est au bord de chute Wagenya que se trouve la pêcherie Wagenya. Cette façon de pêcher consiste à élaborer des échafaudages en bois assemblés par des lianes au-dessus du fleuve. Les pêcheurs montent sur cet attelage avec une incroyable agilité pour poser et relever leur nasse. C'est une manière ancestrale et artisanale de pêcher du poisson dans la ville de Kisangani. Comme tu vois cette nasse, c'est nous qui l'avons fabriquée
et c'est de nos ancêtres que nous l'avons hérité. Lorsqu'on l'attache, on jette dans l'eau là où c'est profond pour que le poisson entre dedans. On va attendre quand les poissons vont commencer à entrer et jusqu'au moment si nous réalisons qu'il est temps de sortir notre nasse, on va fermer et la ramener à la surface comme tout le monde a vu. Au rythme des champs et grâce à cette technique de pêche à la nasse dont ils sont les seuls à détenir le secret, les pêcheurs Ouagenia sont parmi les meilleurs de la région, même du pays. En dépit de leur savoir-faire, la pêche n'est pas abondante tous les jours. Il y a aussi des moments où la récolte est faible, même si les nasses ne manquent pas de poissons chaque jour. Chaque jour, on arrive toujours à avoir des poissons parce que nous commençons à 6 heures pour sortir le poisson. Quand nous arrivons à 13h et 17h, on remonte pour sortir encore d'autres poissons. La pêche Enya, c'est la technique de pêche que le peuple Ouagenia ont appris de leurs ancêtres. Cela constitue pour eux une richesse qu'ils gardent jalousement. Ils commencent la pêche dès le bas âge. Pour eux, il n'y a pas d'autre métier que de pêcher pour vivre. Nous n'avons pas un autre travail à faire. C'est seulement le travail de pêche à la nasse. En plus, si tu ne fais pas ce travail de pêche, comment tu vas vivre ? Les chutes Ouagenia sont certes un endroit pour la pêche, mais aussi un site touristique pour ceux qui viennent d'ailleurs. Malheureusement, cet endroit mythique de la ville de Kisangani est tombé dans les oubliettes depuis des décennies. On ne les voit plus comme une richesse ni une potentialité pour la province de la Chopo. La polémique qui enfle autour de l'intervention au Sénat de l'honorable Kaumba sur la révisitation du contrat sino-congolais, la version du gouvernement sur la reprise du Bunagana par les Ougandais de l'EAC et l'imminence du Congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social sont les articles de cette revue de presse. Suivez cette sélection de la rédaction. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la ronde de quelques journaux de la presse locale parue ce mardi 4 avril 2023 à Kinshasa. Contrat sino-congolais SICOMIN, le prince sénateur Kaumba Lufunda tire la sonnette d'alarme. C'est l'affiche en sa grande manchette de la prospérité dont l'article fait part de la position délicate du sénateur qui aurait eu le seul tort d'avoir posé des questions, fait des observations et préconisé des solutions dans sa mention d'information à la Chambre haute au cours de la plénière du 1er avril 2023. La prospérité estime que, bien que le chef de l'État ait pleinement raison d'avoir initié une commission sur le contrat sino-congolais proposé à la révisitation, d'autres sons de cloche tels que celui du sénateur Kaumba, du reste originaire de la province du Lualaba où se trouve SICOMIN, pourraient contrebalancer le son de ses collaborateurs 20 ans en guerre. C'est une affaire à suivre. Pour le journal L'Avenir, c'est plutôt la question de Bunagana pour laquelle le porte-parole du M23 aurait prétendu, après avoir cédé la cité aux troupes ougandaises de l'EAC, que les FARDC n'ont pas droit d'y accéder. Sur ce point, informe l'article que Patrick Mouyaya, ministre congolais des médias et de la communication, a martelé pour assurer l'opinion que les FARDC ne sont pas interdites à Bunagana. La force régionale s'est déployée pour le compte de la RDC en vue de pousser les rebelles dans leur cantonnement. Un point, un trait. Forum des As renchérit sur le même point en reprenant le ministre Mouyaya. Faux. On est dans l'effectivité de l'application des mesures décidées par les chefs d'État de la région. Dixit le ministre qui rajoute qu'en fait, le déploiement de la force régionale ne doit pas être interprété comme une quelconque forme de balkanisation. Enfin, pour terminer, la tempête des tropiques pour sa part informe du congrès de l'UDPS. En passe de se tenir. L'article estime que ces assises vont formaliser à coup sûr la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Alors, c'est aussi les déclarations ambiguës du secrétaire général Augustin Kabuya au sujet des alliés de l'UDPS dont il prévient les militants de ne pas s'en tenir à ceux qui crient sur la voie publique, mais plutôt d'attendre ceux qu'il va lui-même désigner au bon moment. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs, c'est tout. C'est la fin de cette grande édition du journal. Je vous rappelle tout de suite le principal titre. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC de l'honorable Modeste Bat Lukwebo, estime qu'il y a des matières plus préoccupantes comme l'insécurité à l'est du pays et des sujets plus urgents tels que la situation sociale des Congolais au lieu de s'attacher à la loi Tiani sur la congolité. Bien que l'AFDC n'ait aucune raison de s'en inquiéter, le parti est prêt à suivre les avis de la majorité en cas d'examen.
La population quinoise salue les nouvelles nominations au sein des autorités de la police nationale congolaise. Elle demande par ailleurs aux nouveaux responsables de la capitale de s'attaquer à la criminalité grandissante et autres maux qui dérangent le social. L'insécurité dans le Maïndomé ainsi que dans les autres provinces de l'ex-Grand Bandundu persiste avec son cortège des victimes incessantes. Jean-Thierry Monsenebo, porte-parole de l'Union sacrée de la nation et originaire de cette partie du pays, en appelle à la convocation d'une table ronde pour régler les causes du conflit Teke-Umbu. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes du Mondico Télévision. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Au revoir.